Le soldat qui peignait des chefs-d'œuvre. Rien que le titre, ça intrigue, non? On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez folle, celle d'un homme qui a réussi à jongler entre deux mondes que tout, mais alors vraiment tout, semblait opposer. D'un côté, la vie de soldat, de l'autre, celle d'artiste. Alors la grande question qu'on se pose, c'est comment est-ce possible? Est-ce qu'un homme de guerre, avec toute la discipline que ça implique, peut vraiment être en même temps un homme d'art? Est-ce que ces deux univers peuvent cohabiter, ou même, qui sait, s'enrichir l'un l'autre? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Et cette réponse, elle a un nom. Octave Penguilly-Laridon. C'est lui, l'homme qui incarne ce paradoxe incroyable en plein cœur du 19e siècle français. Et attention, ce n'est pas nous qui inventons ça avec notre regard du 21e siècle. Non, non. Ses propres contemporains le voyaient déjà comme ça. Quand on lit cette citation, on comprend que sa double casquette était déjà évidente pour tout le monde. C'était un personnage à part. Allez, commençons par le commencement. La première facette de sa vie, le militaire. Parce que pour vraiment comprendre l'artiste, eh bien, il faut d'abord rencontrer le soldat. Et vous allez voir, sa carrière dans l'armée, c'était tout sauf un petit hobby. Regardons un peu cette chronologie. On voit bien que ce n'est pas une blague. 1831, il entre à Polytechnique, rien que ça. Ensuite, 1835, lieutenant d'artillerie. 1841, il passe capitaine. L'ascension est nette, constante, sérieuse. Il grimpe les échelons jusqu'à devenir lieutenant-colonel en 1866. C'est une vraie carrière, celle d'un homme qui prend son devoir très, très au sérieux. Alors, mettons les choses à plat. D'un côté, on a l'officier. On parle de quoi? Discipline, artillerie, hiérarchie, stratégie. C'est carré, c'est rigoureux. Et de l'autre, l'artiste. Là, les mots-clés, c'est créativité, originalité, fantaisie. C'est le jour et la nuit. La question reste entière. Comment a-t-il fait pour que ces deux mondes ne s'entrechoquent pas? Bon, on a vu le militaire, maintenant, passons à sa deuxième vie. Et j'insiste sur le mot « vie » parce que ce n'était absolument pas un simple passe-temps du dimanche. Non, c'était une vraie carrière parallèle qui l'a menée avec tout autant d'intensité. Et ce qui est fascinant, c'est que son talent a été repéré très, très tôt, dès 1834, alors qu'il est encore un jeune élève officier. Un jury d'art dit de lui que s'il se consacrait à la peinture, on pourrait s'attendre à des œuvres remarquables. Ils ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose, un potentiel énorme, malgré son uniforme. Et ce n'était pas juste un coup de chance, ça se confirme. 6 ans plus tard, en 1840, le journal L'Artiste, qui était une référence à l'époque, parle de lui comme d'une véritable révélation. Le message est clair, le monde de l'art ne le voit pas comme un militaire qui dessine pour passer le temps, mais bien comme un artiste à part entière, un talent à suivre. Et en plus, il n'était pas du genre à suivre les sentiers battus. Pas du tout. Son style y rompait avec les règles très strictes de l'art académique de l'époque. Il peignait des paysages bretons, des scènes historiques. Son tableau Les Petites Mouettes a même été salué par Charles Baudelaire. Excusez du peu. Il osait même renouveler des thèmes classiques en peignant par exemple les bergers de la Nativité comme des bédouins de son temps. Un vrai original. Et c'est là que l'histoire devient vraiment géniale. C'est le point de bascule, le moment où ces deux vies qui avançaient en parallèle vont finalement se percuter et fusionner pour créer un rôle unique, un poste qui semblait avoir été inventé juste pour lui. Retenez bien cette date, 1856, c'est l'année où tout change. C'est l'année où le capitaine Penguilly-Laridon est nommé conservateur du musée de l'artillerie. C'est énorme en fait. C'est l'armée elle-même qui reconnaît officiellement que sa vision d'artiste a autant de valeur que ses compétences de soldat. Et à ce poste, il va exceller. Il va utiliser ses deux casquettes à la perfection. D'abord, avec sa rigueur de militaire, il publie un catalogue du musée. Un travail tellement méticuleux qu'on l'a appelé un ouvrage de bénédictin. Ensuite, son savoir impressionne tellement l'empereur Napoléon III qu'il le nomme aussi conservateur de sa collection d'armes privées. Et enfin, il se sert de son double carnet d'adresses, l'armée d'un côté, les artistes de l'autre, pour obtenir des dons incroyables pour le musée. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. Alors, au final, quel héritage laisse-t-il? Qu'est-ce que cette dualité a produit de si unique? Ce tableau, c'est la preuve par A plus B de son succès en tant qu'artiste. Regardez bien, ce n'est pas juste une liste d'œuvres. Ce sont les tableaux acquis par la maison de l'empereur. On parle du sommet de l'État. De 1857 à 1868, ses œuvres sont régulièrement achetées au plus haut niveau. Ça veut dire qu'il était considéré comme un artiste majeur, tout simplement. Et il n'était pas seulement l'artiste du pouvoir. Son travail plaisait aussi à l'élite intellectuelle et artistique de l'époque. On l'a dit, Charles Baudelaire, le grand critique, l'admirait. La princesse Mathilde, une figure culturelle incontournable, aussi. Ça montre bien que son art parlait à tout le monde, qu'il dépassait les clivages. Donc si on devait résumer toute son histoire en un mot, ce serait dualité.
Mais attention, pas une dualité qui divise, non. Plutôt une dualité qui fusionne deux parties différentes pour créer quelque chose de plus grand, de plus riche. C'est l'histoire d'un militaire de carrière accompli qui était aussi un artiste célébré et novateur. Les deux à la fois. La grande leçon de cette histoire, c'est peut-être ça. La structure et la créativité ne sont pas forcément opposées. En fait, elles peuvent même s'aider. La vie de Penguille Laridon, elle nous montre que la discipline, la rigueur du militaire a peut-être été justement le socle, la fondation solide sur laquelle sa créativité d'artiste a pu s'épanouir et s'envoler. Et ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion. L'histoire de cet homme du 19e siècle est assez inspirante finalement. Elle nous pousse à nous demander quelles sont les passions que l'on croit parfois opposées dans nos propres vies et qui, si on osait les faire se rencontrer, pourraient peut-être créer quelque chose d'absolument unique.